Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver en direct de la station régionale de Béchar. Comme chaque jeudi, nous sommes alors jeudi le 12 juin 2025 et bien sûr, nous allons vous accompagner pendant 1h30 dans notre émission Bonjour d'Algérie. Bien sûr, nous avons plusieurs invités, plusieurs plateaux. Nous commencerons avec notre premier plateau juste après ce jingle. Et voilà, c'est l'environnement, notre première thématique. Et pour parler de ce sujet, on a l'honneur et le plaisir de recevoir M. Abdelhak Berkani. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Merci. vous êtes le président de l'association Printemps de l'environnement. Alors, bonjour, bienvenue. Sahaïd est un petit peu en retard. Merci. Alors, justement, votre rôle, c'est de préserver l'environnement. Vous avez eu plusieurs opérations dans ce sens. Et bien sûr, il y a aussi l'opération de récolte, dépôt de sacrifice du mouton, bien sûr, durant Eid al-Adha. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière générale sur votre rôle en tant qu'association et ce projet en particulier? Merci déjà tout d'abord, merci pour l'invitation de la télévision algérienne. Marhaba bik, Et bienvenue. ça aide comme aussi pour les Algériens, tout le monde. Merci. Et la nation aussi, la nation islamique aussi. Concernant L'association déjà, on va l'association commencer de par printemps de l'association. l'environnement, elle s'intéresse beaucoup à toutes choses liées à l'environnement urbain. Par exemple, le traitement de déchets, à toute occasion, à n'importe quelle occasion, pour essayer de s'impliquer comme une partie de la société civile Oui. pour essayer de contribuer à résoudre certains problèmes liés à l'environnement ou bien de augmenter ou bien développer un petit peu la qualité de vie de notre environnement, surtout urbain. Alors déjà, quand on dit printemps de l'environnement, on Exactement. voit déjà la vie en vert et en rose. C'est déjà Exactement. préservation de la propreté de l'environnement, bien sûr, maintenir l'espace vert. Vous avez plusieurs axes dans votre activité. Oui. De manière générale, je sais que vous êtes enseignant universitaire, vous avez des étudiants universitaires qui font partie de l'association, il y a des projets porteurs, il y a pas mal de choses. Alors, on va traiter tout ça point par point. Mais pour commencer, j'aimerais bien parler de cette opération que vous avez envisagée. Ce n'est pas la première fois, déjà vous avez l'habitude de le faire, la récolte des peaux de moutons. Oui, à l'occasion de la fête de l'Adha, oui. c'est que il y a une génération un peu importante, remarquable de dépôts à cause du sacrifice de cette occasion. Et automatiquement, on génère pas mal De déchets de manière de générale. déchets, mais En particulier, on l'a les pas, peaux. c'est mieux des restes ou bien des résidus de matière organique qui sont représentés par exemple des peaux du mouton ou bien des chameaux, ça dépend des sacrifices. Du sacrifice, voilà. Et cette quantité, elle est très importante de cette occasion-là pendant l'année et ça va réduire pendant toute l'année parce qu'il y a tout le temps, il y a sacrifices il y a des générations des peaux. Cette richesse animale représente vraiment une matière première pour une industrie fondamentale peut-être et très très important dans l'industrie de fabrication des textures, de vêtements, de chaussures. Oui, c'est sûr. Vraiment, c'est une ressource. Alors, il faut qu'on s'oriente vers la valorisation de cette matière riche et gratuite, en fait. Parce qu'on est surtout ça, obligé oui. de le récolter. Il nous reste seulement certains défis de la récolte. Tout d'abord, il y a certaines conditions pour que les pots soient déjà favorables pour L'industrialisation. oui, pour la réutilisation et pour l'opération de valorisation à l'industrie. Il y a certaines conditions, il y a certaines conditions pour que la peau soit peut-être non détériorée, presque seule. Alors l'opération, ça commence déjà Donc déjà, de ça dépend de ce l'opération qu'on va faire avec cette peau. Soit c'est pour la laine,
ou alors c'est pour le cuir. Mais quand il s'agit de cuir, c'est vraiment particulier, c'est vraiment précis, il y a un processus à suivre. Tout Et à fait. c'est ça qui était... Oui, tout à fait. Et l'opération, ça commence déjà par la sensibilisation et l'orientation vers la séparation des peaux déjà du corps du mouton ou bien des animaux. C'est déjà très important ça, oui, pour qu'elle soit le pot ou bien la peau. préservé pour qu'elle reste Voilà, préserver, voilà, exactement. Préserver pour qu'elle reste dans dans un la bon bon état. état, Oui. pour que soit favorable pour l'opération de, de valorisation ou bien de l'industrie. Parce qu'il y a des traitements et il y a certaines conditions. Il y a des indicateurs très importants pour cette opération-là. Il y a le côté industriel et le côté traditionnel. Nous, Oui. déjà, dans la communauté algérienne, c'est déjà, on a fait déjà ces trucs-là à partir d'une façon traditionnelle. On a le récupéré, on a fait le salement pour garder presque bon, bloquer ce qu'on appelle les bactéries. Oui. On utilise le sel, et ce qu'on appelle l'opération Oui, c'est ce que industrielle. faisaient nos grands-mères autrefois pour préserver le haïdora, ce qu'on C'est appelait... exactement. oui. C'est l'opération de salement. Déjà, on va le dessalement et le nettoyage, on va le séchage. C'est presque kiff-kiff. C'est la même façon de la façon traditionnelle que la façon industrielle. Mais la question de valorisation, parfois, ça se peut être plus avancé à l'échelle industrielle et plus intense et plus précise encore. Parce qu'il y a certaines top technologies pour l'industrie de texture et de cuir surtout. Pour produire, par exemple, il y a certaines statistiques qui estimaient que pour un seul pot de mouton, par exemple, pour fabriquer 3 chaussures jusqu'à 2 sacs, 5 produits. On parle de 5 produits à l'échelle. Alors pourquoi? C'est déjà, on vient de perdre cette richesse qui était gratuite et qu'on ne valorise pas. Alors qu'on est déjà dans un moment, dans une situation soi-disant, de dire que de valoriser le produit algérien, de valoriser le produit local algérien. Et il y avait déjà des expériences au niveau national, qu'il y a des marques algériennes. Il y a aussi maintenant, il y a des marques algériennes. Il faut juste intensifier et orienter et préciser vers cette richesse perdue, peut-être, cette richesse animale perdue. Au fur et à mesure que les impacts de ne pas gérer ces déchets-là, ça va provoquer certains problèmes à l'environnement. Surtout quand on le met aux endroits Urbains, oui. urbains, avec les odeurs, les bactéries, il y a Tout vont générer certains problèmes, l'endommagement. On va toucher vraiment la vie du citoyen, la vie de la ville urbaine. C'est à partir de là Même où les vous avez animaux. eu l'idée justement. Exactement. Voilà. De s'intervenir. Dans ce cas-là, on a collaboré avec, par exemple, la commune pour récupérer, pour faire un test, c'est déjà. L'opération de la récolte, elle est très importante et ça demande s'appuie beaucoup sur le point de sensibilisation parce que c'est très important pour récupérer les pots. Il y a, par exemple, à l'échelle industrielle, on parle, par exemple, d'un indicateur, par exemple, de génération question de la rentabilité. Oui. Un indicateur, ce qu'on appelle un indicateur de récolte. C'est ce qu'on a récolté par rapport à la totalité des sacrifices. Oui, donc c'est en pourcentage qu'est-ce qui a été... On va récolter. Par exemple, on a 4 millions, on a récupéré 3 millions. Ce rapport-là, 3 sur 4, c'est le rapport c'est-à-dire on a arrivé à récupérer 3 millions. La procédure de récolte est très importante. Ça s'appuie sur les points de récolte, sur la manière, sur les conditions et l'hygiène des personnages et parfois des technologies ou bien des applications sur Android pour, par exemple, signaler un pot qui est disponible il y a certains mécanismes pour, soi-disant, réussir la procédure de récolte et récolter le maximum. Quand on va récolter le maximum, on va passer directement à le deuxième indicateur. C'est l'indicateur d'efficacité, c'est-à-dire on va parler de valorisation. Quels sont ce qu'on a récolté, c'est-à-dire quels sont les pots qui sont admis à la valorisation. C'est pas tout ce qu'on a récolté, c'est OK pour la valorisation. Oui. C'est très important ça à l'échelle industrielle. Ça dans un côté, mais nous on va essayer de mettre des points de récolte au premier temps.
On va essayer déjà, soi-disant, de ne pas saturer les décharges publiques avec Oui. cette richesse-là. Parce que notre regard avec les déchets, c'est un regard positif. C'est-à-dire on voit toujours comme le plastique, le carton, les déchets de n'importe, on voit comme une matière De de la recyclage. contrainte vers Voilà. l'opportunité. On va le voir comme une opportunité C'est toute une économique industrie qui va en parallèle, justement. et s'inscrit dans l'économie circulaire aussi. Oui. C'est très important. Bon, après, il y a des traitements, que ce soit à l'échelle industrielle, pour le salement et dessalement, pour ce qu'on appelle les chambres de... Parfois, dans les moments très chauds, on est obligé de sécher, mais après, on est obligé de le mettre dans des endroits des chambres de refroidissement. C'est-à-dire, Frais, voilà. c'est la question, c'est des questions industrielles, des normes et des standards industriels qui sont liés à la récupération normale, réussite de la dépôt pour la valorisation dans le domaine du cuir, par exemple, les textures, ou bien même le lin. Alors, C'est question de valorisation. C'est pas votre première opération. Vous avez eu peut-être la chance de le faire plusieurs fois. Vous avez appris de vos erreurs, ça c'est clair. Alors, comment vous avez fait pour justement atteindre le citoyen? Est-ce que vous avez fait une campagne de sensibilisation préalable pour savoir où déjà mettre ses pots? C'est déjà à travers. La manière, est-ce que vous avez avisé la population pour dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour éviter de perdre cette richesse, justement? Alors, nous, on essaie en tant qu'association d'essayer de contribuer d'une façon de faciliter aux citoyens Oui. les tâches de récupération, soit de côté de sensibilisation, mais aussi l'implication des secteurs économiques qui ont l'intérêt déjà Exactement, oui. de ce côté-là, d'avoir investir dans des choses qui sont déjà gratuites. C'est-à-dire Une même- matière première gratuite, voilà. ça c'est pas donné, bien sûr. Par ça va exemple, vous il y a éviter des points de plusieurs récolte. Par exemple, on a dépenses. fait des quartiers. Il y a des points de récolte, par exemple, les battoirs de sacrifice. Oui. Il y a les CIT, les centres techniques d'enfouissement technique. Ça, c'est le point de récolte, par exemple, de récolte. Il y a aussi, si on peut aller très loin pour la récupération par exemple, des pots, c'est la question des quartiers. C'est les comités des quartiers avec. C'était ça ma question Voilà. justement par rapport au quartier. Parce que maintenant, quand vous parlez des deux centres, c'est un peu éloigné, on n'est pas en contact direct avec les citoyens. Mais quand on parle de quartier, il faut impliquer les associations de quartier, par exemple, sensibiliser au niveau des mosquées, faire des Exactement. campagnes porte-à-porte, je ne sais pas Exactement. comment vous avez fait. Parmi les endroits de récolte, c'était les mosquées déjà. Voilà. Et c'était un point de sensibilisation très important parce que là, il y a un groupement très, très important, C'est c'est sûr. majoritaire de la société. Mais aussi, on va essayer aussi de travailler sur la question de la mise en valeur. C'est-à-dire, on va essayer c'est-à-dire mettre une valeur de la récupération des pots comme un encouragement de la part des secteurs économiques pour la récupération, soit après symbolique ou bien la, la- la- la contribution et les efforts sont multipliés. Le défi reste encore un peu. Je pense que un peu- même sans, à titre gracieux, les gens se posent la question où ils peuvent mettre leurs déchets. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se pose à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui vont récolter? Mais le citoyen, il est déjà dans l'opération. Je pense qu'il est motivé pour. Bien sûr. Maintenant, il va falloir savoir comment il doit préserver cette peau pour ne pas qu'elle s'abîme, comment il doit faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, l'opération, quand ils vont enlever la peau pour ne pas briser des endroits précis, Exactement. pour ne pas qu'il y ait des bouts de chair ou du mouton. Donc, c'est la technique surtout. La première Et puis suite. d'abord, ça dépend de ce qu'on va faire aussi de la peau, parce que quand elle est destinée à la fabrication du cuir, c'est pas comme c'est pour la laine. Ce sont Oui, deux bien sûr. secteurs différents, Oui, bien complètement sûr. différents. Ça, on va premièrement insister sur la récolte et ne pas éviter l'endommagement, par exemple, de l'environnement. C'est le premier, Premier point, oui, c'est en le tant premier point, qu'association. le premier stage, la première étape Étape. pour la première étape. C'est-à-dire, c'est le premier indicateur que j'ai. Combien on va récolter par rapport à la totalité. C'est très important ça.
Et ça se demande un effort. Mais la première cellule officielle concernée, c'est bien l'APC ou bien la commune de chaque région et après en coordination avec les secteurs économiques. Économique, justement. C'est Aussi l'implication. avec la société civile. Parce que l'importance toujours pour réussir un projet ou bien une initiation comme celle-là, le rôle de la société civile C'est est très, l'implication de tout très, le monde, en très, fin très de compte. important Exactement. pour la question d'orientation, de sensibilisation. Il y a pas mal des moyens, il y a pas mal ce qu'on appelle, il y a pas mal des mécanismes qu'on peut l'utiliser pour réussir l'opération Bien de entendu. la récolte. Alors, on va revenir au rôle justement principal de l'association, qui est la préservation de l'environnement. Je sais que vous avez plusieurs tâches, plusieurs axes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux axes maintenus par l'association et ses adhérents? Il y a aussi des porteurs de projets au sein de votre association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui. L'association, déjà, le premier motivant la cause qui était fondue sur. Oui, le motif sur- de la fondation. Oui. C'est la question des terrils de charbon. C'est déjà le premier souci pour nous. Et on travaille beaucoup sur le traitement de ce déchet dans la ville d'Ornetsa et la ville par exemple, la zone de Saoura en général, pour essayer de le valoriser, l'aménager, le traiter. Et la contribuer, par exemple, à l'isoler par des opérations, par exemple, comme le rideau vert exactement, pour séparer son impact sur le citoyen. Ça, d'une part. De l'autre part, on travaille sur un autre projet qui s'appelle le complexe de l'environnement. C'est un endroit presque écologique qui s'est réservé juste pour réservé pour les activités de l'environnement. Et ce complexe, il regroupe toutes les activités de l'environnement. On a commencé déjà par la question de la sensibilisation. On se voit, nous, comme une opération de sensibilisation. Il faut que le pratiquer. Il faut pratiquer la question de conscience, de sensibilisation, pas seulement avec la question verbale, mais avec le pratique. En action sur terrain. Se forment des ateliers, surtout avec les enfants parfois, avec les jeunes. Très bien. Et même aussi avec les adultes, même les femmes aussi. Oui. Ils sont intégrés aussi dans certains. C'est l'implication du citoyen. C'est l'implication de manière générale. de la citoyen pour augmenter le degré de la sensibilisation vis-à-vis de la préservation de l'environnement d'une façon directe. Aussi, il y a des initiations de la part de certains membres, soit dans le cadre officiel, dans leur métier, par exemple, son cursus universitaire ou bien professionnel, pour intégrer certains projets, certains idées de préserver de l'environnement en accompagnant avec l'association, sous forme des startups, par exemple, pour résoudre, par exemple, des problèmes liés à l'environnement, par exemple, question de déchets, par exemple, le recyclage de plastique, mais on parle pas seulement d'une thématique, mais on parle d'un projet avec une étude économique, étude détaillée, avec le personnage technique, le management. D'ailleurs, je pense que c'est une thèse de fin d'études. Exactement, start-up. Voilà. De Ayman Mraté. Qui est un membre de l'association. Exactement, membre voilà. de l'association. De la question de gestion. Ils sont enfoncés dans cette thématique, par exemple le traitement. C'est déjà fait partie de traitement de déchets, par exemple, échantillons de la ville de Béchar. Donc voilà, déjà la problématique, elle est là. Exactement. Et il faut résoudre cette problématique Exactement. de manière académique. Oui, et toujours le problème de déchets, ça commence déjà de la récolte. Tout à fait. Et après, le traitement, et ainsi de suite, jusqu'à la valorisation au produit final. Ça, il faut qu'on s'entende, parce qu'il y a des intérêts très importants, la création des emplois, l'impact positif sur l'environnement, réduire la consommation des ressources naturelles, par exemple, augmenter l'économie nationale. Justement, tout ça, ça contribue à la régénération des recherches, pardon, à la régénération des recherches, à la création des postes d'emploi. C'est plusieurs paramètres. Alors, ça fait partie déjà des objectifs de votre association? Oui, bien sûr, c'est l'implication de toutes les parties, soit de la recherche, soit des questions de profession, non, les professions, certaines professions qui peuvent s'intégrer dans l'implication des résoudre et de la préservation. Surtout l'artisanat aussi. L'artisanat aussi, oui.
Oui, c'est la profession, c'est l'artisanat, peut s'intégrer, s'impliquer et pour la question soit de résoudre les problèmes liés à l'environnement qui sont les déchets, soit de contribuer par exemple à des axes par exemple pour la production des plantes, la contribution vers le système de compensation, par exemple le tissu vert, parce que à travers l'arbre qu'on peut compenser pas mal de choses à l'ombre, l'oxygène. Oui. C'est-à-dire que tout un corps naturel qui peut vraiment contribuer dans la chaîne, le cycle de la vie de toute Absolument. la chaîne, voilà, c'est-à-dire résoudre les problèmes liés à l'environnement. À l'échelle locale, par exemple, c'est que notre effort est concentré sur certains objectifs qui sont bien précis, toutes en respectant que notre rôle elle est dans la façon de la contribution, au fur et à mesure de la sensibilisation et c'est-à-dire la contribution avec les parties officielles, les administrations, les directions d'environnement, les directions d'industrie, les APC, parce que les communes, le secteur économique, par exemple, qui pas mal besoin de la sensibilisation de la partie de la société civile pour, soi-disant, de donner une image plus cohérente à la partie ou bien à la société algérienne pour le problème lié à l'environnement. Et à la communauté Béchari en À la particulier. communauté, Alors, je exactement. sais déjà que vous avez plusieurs membres et chaque membre a probablement une tâche particulière. Tout à fait. Alors, il y a Karoumi Abdelkhalak, vous m'avez Oui. dit tout à l'heure aux coulisses, qui s'occupe justement de l'espace vert, de l'environnement, de la culture, des grains et tout ça. Oui, exactement. C'est notre association, c'est déjà regroupe pas mal de membres qui traitent tous les axes de l'environnement et parmi ça, c'est la question de la création d'une unité de production des plantes et des arbres qui était supervisée par M. Abdelkhalak Karoumi déjà, et je félicite Que nous saluons par la même occasion. par la mission. Et vraiment, on est au cours de proposer et chercher le chemin à travers, on sollicite le ministre de l'Environnement, c'est déjà à travers leur programme de l'État et international aussi, qui est déjà cité dernièrement par Madame le ministre. Et on va essayer, on a des projets bien étudiés, soit de côté rentabilité, côté environnemental, ou bien ce qu'on appelle le montage de projet. Il est bien, soi-disant, bien parfait pour le moment. 4 projets sont prêts dans notre association, soit dans le domaine de déchets, le recyclage de déchets, ou bien dans le domaine de l'axe vert, c'est-à-dire la production des plantes et des graines. arbres. Ouais, des Voilà. graines à travers les graines, exactement. C'est-à-dire c'est à partir de l'endroit local. C'est-à-dire c'est aussi pour ça que la nouvelle image de Béchar par sa zone industrielle, on a vraiment besoin Vous travaillez de pour embellir la ville, oui, l'environnement. exactement, de couvrir créer des espaces le marché. verts. Et de couvrir le marché des plantes et des arbres C'est une bonne locaux. chose. Et ça va nous donner pas mal des avantages concernant, par exemple, la création d'emplois toujours, augmenter le sens, le degré de la sensibilisation aussi, c'est très important. La culture verte. ouais. La culture verte, exactement. Et ainsi de suite, on va développer pas mal de choses concernant, par exemple, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau. On est toujours, notre effort en tant qu'association contribuante à la préservation de l'environnement, on concentre généralement à l'environnement urbain. Parce que Je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été Merci. ravie de vous accueillir avec nous dans ce plateau. Monsieur Berkani Abdelhak, président de l'association Printemps de l'Environnement, vous étiez avec nous en direct de Béchar. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons justement pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيثنا بفرج يا شيخي من يحسن ظنه فيك
قرب غيرك قريب مجيب في كل حين يوصل قرب غيرك قريب مجيب في كل حين يوصل انت جليل وانت الحق المعبود يا سيدي انت جليل وانت حق المعبود حي عاطي حليم ودود بالرغاني جيد موجود وسع الجود لو اجتمعت عبادك جملة كان واحد يضحك كل عبد طلبات منه شان رايد القاس كلهم نالوا كلهم نالوا زين من شعر راس الشمعة من الهيم مزراش حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة قيدنا بفراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك واش قال يا سيدي ينجا وينحفظ من يستعصم بي يا الوهاب ينجا ويحفظ من يستعصم بي يا الوهاب سيدي انت المانع وانت العظيم يا عظيم سيدي انت المانع وانت العظيم إذا جهلت أنا من فرطي لوتا من سيف شرطي وسيف مخطي نعرف بين خيرك الكتير على الدوام وجد وحشاب نور سترك بيها مغطي شقي وساعد لي استجب سألو استجب سألو سيدي قربوه عبد الغالي ما يكون محتاج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيتنا بفراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك واش قال يا سيدي حتى سايل متيلي ما نادى في بابك وخاف سايل متيلي ما نادى في بابك وخاف محال ينطرب من يتوجه لي يا سيدي محال ينطرب من يتوجه لي مستغنى عن غيرك بيك الرجاء وتكلاه عليك الرجاء فيك العبد ما ينال العبد نيته فيد إلا بإذنك يا من عن سري رقيب شاهد يفرح ويسعد حاله ويسعد حاله وعلى تهلته وطلع نجمه في صعاب الدراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيتنا بفراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك واش قال يا سيدي انا خلا من جهل وانت ربي الغني تواب انا خلا من جهل وانت ربي غني تواب فعلي
قبيح خطير عاصي مدنيم يا سيدي فعلي قبيح خطير عاصي مدنيم مجتمع فيها كل عيب زعل العبد شهيد رقيب عالم الغيب ماني حليم ماني تقي ماني نطيع عابد لكن نام ترحم رغم عن أنف كل حاسد ولا عليك بفعاله ولا عليك بفعاله البحر رحمته غسل العاصي ما يقدر المواج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيتنا بفراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيتنا بفراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيتنا بفراج حاشا يخيب من يحسن ظنه يا البصير بعين اللطف يا الفراج يا سامع الدعاء يسمعك شريك سيدنا محمد وتبعته الزواج قضية حاجتي به قسمت عليك سألت فنون وعين قلبي صفى من الزاج القلوب كلها في قبضات يديك عتقني كما عتقت يونس طبق. Et voilà Karim El Korama avec la troupe El Ferda connue à l'échelle mondiale. C'est une troupe de la ville de Kenadza, l'un de notre patrimoine de la région. Alors nous arrivons à notre deuxième rubrique. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour, bienvenue. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Je reçois mon prochain invité juste après ce jingle. Et pour parler de sport, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur le DGS, directeur de la jeunesse et des sports, Monsieur Hani Abd Halim. Bonjour, bienvenue. Et Saha Aïdek par la même occasion. Bonjour, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Saha Aïdkom à vous tous. Moi, c'est moi plutôt qui vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Justement, la hausse des températures, c'est la saison estivale, c'est les piscines qui appellent. Alors, le programme de la jeunesse et des sports, c'est toujours chaque année pour préparer le programme de la saison estivale entre piscine et colonie de vacances. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour cette année? Eh bien, effectivement, pour la préparation du programme, vous savez, encore une fois, il y a lieu de le signaler que le secteur jeunesse et sport est scindé en deux ministères. Oui. Donc, ça depuis la fin de l'année 2024. Donc, côté sport, l'opération la plus importante pour la wilaya de Béchar, c'est la période estivale. Et la préparation de la période estivale a commencé il y a plus d'un mois. Vous savez, il y a toute une opération de maintenance et d'entretien des piscines. Donc, nous avons officiellement mis fin à l'activité des associations. Des clubs qui ont activé pendant toute l'année. Donc tout ce qui est convention avec les différentes associations et clubs, on a mis fin à ces conventions. Et bien entendu, d'ici 2 jours, de samedi Inch'Allah, il y aura l'ouverture de l'ensemble des piscines qui seront mises à la disposition des citoyens. Donc à partir du 14. C'est à partir du 14. Voilà, super. Effectivement. Donc c'est une bonne chose. Et je sais avec le hausse des températures, c'est tout le monde qui attend cette date-là avec impatience. Et il y a lieu de signaler aussi qu'il y a 3-4 ans de cela, on n'avait que 3 piscines qui étaient disponibles pendant la période estivale. Là, on en est à 6.
6 piscines À travers la wilaya. à travers la wilaya, sans parler, bien sûr, la bonne nouvelle aussi, c'est l'ouverture de 2 autres piscines. Le mois de juillet, Très bien. c'est la piscine de Tarit et la piscine de Wakda. Super, qui était un projet l'année dernière dont vous aviez d'ailleurs parlé à Donc il y l'époque. a monsieur Louali qui a insisté sur l'ouverture de ces piscines-là et entamé l'activité de la natation dans ces 2 piscines. Donc nous travaillons matin et soir sans arrêt pour être au rendez-vous justement. Ah ben, très bien. Et sinon, pour les piscines démontables que vous aviez Justement, utilisées l'année dernière. Ça, c'est pour les piscines qu'on a l'habitude d'exploiter. Oui. Et pour ce qui est les piscines démontables ou bien ce qu'on appelle les piscines amovibles, l'année passée, on avait 10 piscines qui étaient disponibles. Cette année, on en a 12. Donc c'est toutes les communes qui n'ont pas de piscine qui vont Lointaines, bénéficier de ces oui. piscines démontables. Et bien sûr, sans oublier les zones d'ombre. Les zones Oui, d'ombre surtout. à qui on a accordé la grande priorité. Ouad Khadir, Sfaï Sefa et Loughtarani. Et cette année-là, comme il y a la commune de Tarit qui va bénéficier de sa piscine à partir du mois de juillet. Donc, il est fort possible qu'on récupère les 2 piscines démontables qui sont installées qui vont être installées au niveau de Zawiya Tahtaniya et Zawiya Fouqaniya, et on fera profiter 2 autres villages qui sont Djorf Torba et un autre village c'est au niveau de Mashra qui vont bénéficier de ces 2 piscines-là. Ah ben, c'est une très bonne nouvelle justement pour les amateurs de natation. Mis à part ce programme, il y a aussi les camps de... Les colonies de les vacances. colonies de vacances, voilà. Alors, Justement, les préparatifs, les dates... Voilà, juste, on revient seulement l'opération de la piscine. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il y a toute une équipe d'entretien et de maintenance qui appartient à l'Office du Parc Omnisport qui a fait un travail exceptionnel. que nous saluons par la même Que nous occasion saluons, et à qui nous qui ont rendons travaillé dans des honneur. conditions très difficiles. Vous savez, les opérations d'entretien, c'est utilisation des produits toxiques, utilisation du chlore. Oui. Eh bien, ma foi, ils ont été à la hauteur, ils ont tenu à leur promesse. Et toutes ces piscines-là seront prêtes, elles sont déjà prêtes pour l'ouverture prévue pour le samedi. Donc, le samedi, c'est l'ouverture des piscines et non pas l'ouverture de la saison estivale qui est prévue pour le 21 juin. Donc, Monsieur Oui, comme à Louali, chaque fois. voilà, Monsieur Louali a demandé à ce qu'il y ait l'ouverture de ces piscines-là et qu'on n'attende pas cette période du 21 juin. Déjà, Surtout on a qu'il parlé de la commence hausse à des faire chaud températures. déjà, oui, Exactement. ça commence à faire Exactement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Pour ce qui est de la deuxième opération, là, qui dépend du secteur jeunesse, donc les colonies de vacances, encore une fois, nous avons bénéficié d'un quota pour 1000 enfants. Très bien. Pour 1000 enfants, dispatchés sur 6 vagues. En 6 vagues. Donc la première vague, elle va partir fin juin. Et ce qui est nouveau cette année, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que on a démarré l'opération de la numérisation des inscriptions. Donc bonne chose. il y a une plateforme, En ligne, voilà. exactement, il y a une plateforme qui est centralisée. Donc il y a une inscription de plus de presque 1200 enfants. Donc on a un quota de 1000. Et les autres, on les mettra, on va ouvrir une liste d'attente en cas de désistement de certains. Donc comme ça, on ne va pas perdre ces places-là. Et ça a été le cas des années précédentes. Donc cette numérisation-là nous permet de suivre l'opération en temps réel. En matière de statistiques, Et la ça facilite la tâche répartition. aussi pour les parents, pour les déplacements et tout ce qui en suit. Exactement. On retrouve tous les documents sur la plateforme, y compris les autorisations paternelles, Voilà, les c'est une très bonne chose. toutes les informations sur les bénéficiaires et tout ça. Donc, ma foi, le secteur jeunesse et sport ne cesse pas d'avancer. D'évoluer, voilà. Voilà, exactement. Voilà. Alors, pour revenir au sujet de la journée du 27 mai, journée des lauréats, je sais qu'il y a eu plusieurs récompenses, médailles décrochées par les enfants de la wilaya. Et bien sûr, vous les avez honorés à cette occasion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette journée du 27 mai et pourquoi le choix de cette journée? Donc, juste avant cette journée du 27 mai, il y a 2-3 mois de cela, il y a eu une opération sponsorisée par Sonatrach,
où 23 clubs, 23 associations ont bénéficié justement d'une aide financière. Et justement, les critères arrêtés par la Sonatrach, c'était de donner la priorité aux clubs qui ont réalisé des résultats. Eh oui. Donc, le sport féminin, l'handisport. Donc, ça a été fait. Donc, il y a 23 associations qui ont bénéficié. Et la différence entre cette journée-là et celle du 27 mai, dont on va parler dans un instant, c'est que avec la contribution de Sonatrach, on a fait bénéficier directement les associations. C'est-à-dire que la subvention va directement au club. Par contre, le 27 mai, nous avons récompensé les acteurs, les athlètes eux-mêmes. Très bien. Donc c'est eux-mêmes qui vont bénéficier de cette récompense. Donc ça a été à l'occasion de la célébration justement de la journée nationale du scout musulman algérien. Voilà. Donc ça a été une fête, une grande fête. Ça a été organisé au niveau du centre culturel islamique. Avec la participation, le fait que ce soit une journée du SMA, du scout musulman algérien, donc il y a eu la présence des scouts. Donc ça a été On voit très, d'ailleurs les images sur l'écran. ça a été très festif. Donc on a retrouvé toutes les disciplines, sans exception, y compris ceux... D'ailleurs, on a des enfants qui excellent dans plusieurs disciplines. Quelles sont les disciplines les plus remarquées au niveau de Béchar? Bon, je sais qu'il y a la boxe, le judo et la gymnastique. Il y a la boxe, le judo, il y a la gymnastique, il y a la natation, il y a l'athlétisme. Oui, l'athlétisme. Il y a surtout l'athlétisme. Et ce qui est bien dans cette journée, c'est que nous avons récompensé même ceux qui ont honoré notre pays au niveau d'échelle internationale. Les noms, si je peux on me cite un permettre. exemple, par exemple, Wahabi qui a été 5e au championnat du monde de trampoline. Oui, exactement. Berket, un joueur de football de Sawara qui a été champion d'Afrique avec l'équipe nationale militaire. Et nous avons aussi notre boxeur fétiche qui est Hamri, qui a été champion d'Afrique, à la fois champion d'Afrique militaire et champion arabe. Oui. Donc, ce n'était pas par hasard que nous avons rassemblé ces éléments qui ont honoré notre pays et notre wilaya aussi. Juste notre wilaya, et avec les éléments qui ont vraiment réalisé des résultats au niveau national. Voilà, vous avez des icônes, donc il faut que ça soit un exemple et on vous attend à l'échelle internationale. Donc ça a été un message transmis de façon indirecte, mais quand on voit comme ça le nombre d'athlètes récompensés, ça dépasse les 160 athlètes. Waouh, quand même. Ça dépasse les 160 athlètes. Donc même au niveau de la célébration, il a fallu les passer par groupe. Tellement qu'ils étaient nombreux. Oui, j'imagine, 160, c'est pas facile. Mais pour un directeur de la jeunesse et des sports, il ne peut qu'être fier de cette consécration, de ces résultats réalisés par les différents sportifs et des différentes disciplines. D'ailleurs, Voilà. c'est le rôle de la direction de les booster, de les accompagner, de les encourager pour faire mieux et pour être exemplaires justement pour d'autres jeunes et éviter tous les fléaux de la société. Comme ça, ils vont s'orienter vers un sport qui est bénéfique pour le corps et l'esprit en même temps. Justement, on parle des efforts de la direction de la jeunesse et des sports. En plus des récompenses, on a pris en charge les frais d'engagement des clubs de football. Très bien. Donc, c'est plus de 7 millions de dinars à la charge de la direction de la jeunesse et des sports. On a pris en charge plusieurs déplacements, je parle des frais de transport, de beaucoup de clubs sportifs, y compris des associations de jeunesse. Donc, la somme est aussi importante. Tout ça, c'est pour dire que même si sur le plan financier, les subventions sont tout juste moyennes, mais nous avons une autre façon de contribuer et d'aider les associations. Il y a aussi une contribution avec un équipement pédagogique. Il y a beaucoup de clubs qui ont bénéficié des équipements pédagogiques. Par exemple, c'est des clubs de football, par exemple, un équipement pédagogique, des haies, des ballons et tout ça, des sports de combat, des tatamis, par exemple. Oui. Il y a d'autres opérations qui vont arriver aussi. Qui vont suivre, oui. Donc, tout ça, c'est une première.
C'est une première parce que c'est l'année 2025, avec une subvention, avec un fonds de wilaya qui a presque doublé par rapport à 2024. Donc ça nous a aidé de faire plus d'efforts. Et il y a un autre point aussi qui me tient à cœur, que j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est il ne faut pas qu'on oublie aussi le rôle de la direction de la jeunesse et des sports. Qu'elle a joué lors de la visite du président de la République. Donc il y a eu une contribution, un sens de volontariat, pas uniquement le jeunesse et sport, il y a tous les autres secteurs qui ont contribué, mais sensibiliser les jeunes, les faire participer dans des volations de volontariat pour bien accueillir notre cher président, je crois que c'est un geste qui ne peut que nous honorer justement. Eh oui, bien sûr, c'est à l'honneur de tous les jeunes de la wilaya et puis de tous les citoyens qui aiment son pays. Parce que le rôle du citoyen et la citoyenneté commence par l'amour de sa patrie et la contribution, l'implication de tout ce qui préserve l'environnement, la beauté de la ville, contribuer positivement de manière générale. Alors dans ce sens justement, est-ce qu'il y a un programme ou un projet, nouveau projet pour justement préserver ces jeunes des fléaux de la société, des phénomènes, quand ils sont en dehors des classes, comment les attirer vers d'autres disciplines? Est-ce qu'il y a d'autres projets pour les maticos? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des ouvertures de salles? Nous avons des opérations en parallèle. Vous savez très bien que dans le domaine du sport, c'est des subventions que nous accordons aux associations, mais jeunesse, c'est des projets. Et dans le contenu du projet, nous tenons compte énormément sur l'impact que peut apporter ce projet. L'impact, pour nous, ce qui est plus important, c'est de toucher le maximum de jeunes. Tout à fait. Donc nous avons plusieurs sujets dans ces projets-là, dont les plus importants, c'est la lutte contre tous les fléaux sociaux. En particulier la drogue. En particulier la drogue. Qui ravage notre jeunesse, justement. Exactement. Il y a d'ailleurs une association qui a contribué dans ce sens-là, qui a bénéficié de ces projets-là, qui organise des rencontres au niveau de toutes les communes, justement, sillonnent toutes les communes pour cette opération de sensibilisation. Et ma foi, ça marche bien. Très bien. Et pour les maisons de jeunes, par exemple, est-ce qu'il y a un programme pour les maisons de jeunes, ce qui est bien aussi, c'est que la rencontre, plutôt la rentrée prochaine, la rentrée sociale prochaine, les jeunes vont découvrir des maisons de jeunes ou des établissements de jeunes un peu plus propres que d'habitude. Nous avons choisi cette période qu'on appelle une période de transition. Vous savez que pendant cette période, hormis les colonies de vacances, les jeunes ne fréquentent pas énormément les établissements de jeunes. Je parle des wilayas du Sud. Parce que la plupart, ils partent en vacances. Donc nous avons profité de cette occasion. Exactement. Nous avons choisi cette période-là justement pour entamer des opérations. Pour relooker, redonner vie à. Plus exactement, des opérations de réhabilitation. C'est très bien. Donc ils vont toucher 70% des établissements de jeunes. Bien sûr, c'est en fonction de l'enveloppe. Et avec ce nouveau look, ça va donner plus d'envie de fréquenter justement les maisons de jeunes. Et bien sûr, la deuxième opération qui viendra après, ça sera d'équiper ces maisons de jeunes par un matériel culturel qui va permettre justement les jeunes de bien s'occuper, de passer à autre chose justement. Justement, j'avais oublié de demander la destination pour les camps de vacances, les campements que vous avez choisis. C'est dans quelle ville d'ailleurs? Donc l'année pour passée, ce qui c'était est, Mostaganem, il me semble. c'est Mostaganem. Cette année, c'est Oran et Chlef. Chlef, très bien. Chlef, c'est Tennis. Oui, Quand on dit Chlef, les gens s'étonnent parfois. Un petit moment, mais bon. S'étonnent parfois. Chlef, c'est où? C'est Tennis. Donc ça fait partie de la wilaya de Chlef. Tout à fait. Et ça, c'est pour les destinations dans le cadre des colonies de vacances. Il faut qu'on parle aussi des échanges, des associations qui ont bénéficié de conventions, d'échanges avec les autres wilayas. Donc nous avons 4 wilayas. Nous avons la wilaya d'Alger, nous avons la wilaya de Djidjil, la wilaya de Tlemcen et la wilaya de Boumerdas.
Très bien. Donc, ce sont les différentes destinations où les adhérents des associations qui ont établi justement ces échanges-là vont bénéficier. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par échange? Alors, quand on dit échange, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, voilà, en hiver, c'est eux qui viennent vers nous, et en été, c'est l'inverse. Effectivement, c'est ça. ça. C'est ça. Nous avons notre période qui commence généralement de mi-octobre jusqu'à Oui, la période touristique, la meilleure époque, période, jusqu'à fin mars. Oui. Donc, pendant cette période-là, on accueille les différentes wilayas, généralement les wilayas du littoral, dont on a des échanges avec eux. Eh bien, ça marche bien. Donc, en dehors de ces échanges, nous avons aussi la participation aux différents festivals. Nous avons pas moins de 28 festivals organisés par le ministère de la Jeunesse. Cette année? Chaque année. Non, mais cet été? Non, c'est au courant de l'année. Au courant de l'année, c'est réparti au courant de l'année. D'accord. Donc, il y a plusieurs jeunes qui participent. Et parfois même, nous arrivons même à obtenir des résultats. On se classe troisième, on se classe premier parfois. Donc, c'est un programme très riche. Et le fait de scinder le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2 ministères, donc ça permet de multiplier l'activité par 2. Tout à fait. Donc, ça alors, nous fait... en attendant qu'il y ait d'autres directeurs, pour le moment, vous chapeautez les deux ministères. Pour l'instant, nous travaillons avec les 2 ministères. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Et puis, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas séparer la jeunesse et le sport. Ça va ensemble. Sur le terrain, on se retrouve. Même entre les 2 ministères, il y a un contact, il y a un contact permanent et tout est fait en étroite collaboration. C'est sûr. Donc, voilà. On ne se sent pas dépaysé ou c'est juste que l'activité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui change, qui est multipliée. Il y a plus d'activités parce qu'il y a plus de personnel, plus de direction. Qui chiffre, voilà. On a plus de budget dans les 2 secteurs. Voilà, exactement. On profite par la même occasion. C'est sûr. Un dernier mot peut-être? Donc, moi, je dirais que la wilaya de Peshawar passe à une autre étape. Comme je l'ai dit tout à l'heure, passer de 3 piscines il y a 4 ans de cela, actuellement 6 piscines, et après le mois de juillet, ça sera 8 piscines, sans compter de la piscine qui est située, la piscine qui est située au niveau du complexe saoudien. Oui. Donc nous avons une piscine qui est couverte, mais qui est réservée. Non, mais est-ce qu'elle sera ouverte pour le public? Ouverte, je sais qu'elle est couverte. Elle est réservée uniquement pour les regroupements des athlètes d'élite, beaucoup plus. Donc nous avons ces piscines-là, et il y a aussi le projet de réalisation d'une piscine au niveau de la commune de Morel. On est en pleine procédure administrative. Donc bientôt, on va commencer les travaux. Nous avons aussi l'étude pour la réalisation d'une piscine aussi à l'Ahmar. Ah, ça va, l'Exor du Nord vont avoir leur Donc si on continue comme ça, ce rythme-là, eh ben, je dirais d'ici 5 ans, on aura pas moins de 12 piscines. Super. Et on n'entendra plus de noyades au niveau du barrage de Joftrba. Effectivement. Justement, le message que nous envoyons, c'est que vous constatez vous-même que la tarification a arrêté pour l'exploitation de ces piscines n'a rien à voir avec la tarification des wilayas du Nord. Oui. Vraiment, on tient compte. C'est pas un luxe, ça devient indispensable chez nous. Exactement. Donc, cette carte d'accès, je pense qu'elle est à la portée de tout le monde. Nous, on est obligé d'établir une tarification parce qu'il y a l'entretien de ces piscines. Oui, il y a des produits qu'il faut introduire à l'intérieur. Il y a le chlore, tout ça, ça demande de l'argent. Mais sinon, le prix reste symbolique. Donc, le message qu'on envoie, que j'envoie justement aux jeunes, c'est d'éviter les zones marécageuses, d'éviter les bassins non surveillés, d'éviter... Vous avez des endroits qui sont bien surveillés, qui sont disponibles pendant toute la journée, bien équipés et sécurisés surtout. Donc, n'hésitez pas de fréquenter ces piscines. J'ai oublié un point par rapport aux maîtres nageurs. Est-ce qu'il y aura des surveillants sur place dans les piscines? Obligatoirement. Il y a même parfois dans certaines communes,
Justement, là où nous installons ces piscines amovibles, il y a aussi la collaboration de la protection civile. Super. Vous allez Voilà. me dire des piscines aussi basses? Non, c'est des piscines qui ont 1,32 m de hauteur. Nous avons des enfants qui ne dépassent pas 1 mètre. Exactement. Donc là aussi, je remercie justement à l'occasion la protection civile qui a tout le temps répondu, présente à ce genre d'opération. Donc tous les moyens sont disponibles pour justement entamer un bel été. Donc là encore, les enfants, je leur dis, n'hésitez pas d'effectuer un déplacement, même de 500 mètres, de 800 mètres, pour justement rejoindre ces piscines-là. Elles sont disponibles, et il faut en profiter au maximum. Exactement. Alors pour les piscines mobiles, est-ce qu'il y a des dates précises? Parce que quand on dit mobile, ça veut dire qu'elles vont être déplacées ou est-ce qu'elles vont rester en permanence durant toute la saison estivale depuis leur emplacement? À l'exception des 2 piscines dont j'ai cité tout à l'heure, Oui, celle de Tarit, juste après l'ouverture de la piscine, on va les déplacer. On va les déplacer à Djorf el-Berda et je n'arrive pas à me rappeler le deuxième village. Sinon, les autres, elles vont rester sur place. Très bien. Elles sont jusqu'à la fin de l'été. Voilà. Donc, c'est un investissement à long terme. Donc, en attendant, à chaque fois qu'on ouvre une piscine, on la déplace vers un autre lieu, justement pour faire bénéficier d'autres régions. D'autres enfants. Voilà. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations. J'étais ravie de vous accueillir comme à chaque fois. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. ولا لسانه يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامه ولا غزاله ولا عيوني بزينها سكروا سألت جاوبوني وقالوا لا بس عين هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا درس عين هيدبح بالسيوف شفار كنا حيين انا وصحابي نكسر وحين جات حكمت علينا بالممات ما قلموات ما يهضروا كنا حيين انا وصحابي نكسر حين جات حكمت علينا بالممات ما قلموات ما يهضروا الله لسانه يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس عيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس عيب يذبح بالسيوف شفارو غير منه القمر مالو مشي لريال من منه غارو ونبهاه غير منه القمر عاو مالو مشي لريال من منه غارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فرس عيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو ولا لسانه يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولا لسانه الخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه
صعيب صعيب حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب صعيب وعلاش المحبوب وعلاش المحبوب يقتل في حبابه وعلاش المحبوب وعلاش Et voilà une belle chanson du groupe Caméléon. Justement, nous arrivons à notre troisième et dernier plateau. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés le coach, M. Kiliti Ibrahim. Bonjour, bienvenue. Bonjour, tout le plaisir est pour Saïd moi. en retard. C'est le Rabbi Khalik. Alors, justement, nous allons parler du développement des techniques, méthodes de développement de la personnalité de l'enfant. Comment peut-on garantir un bon développement de cette personnalité? Oui, un sujet très délicat, c'est-à-dire toujours parler de l'enfant, de la famille, c'est toujours c'est un sujet très sensible qui demande beaucoup d'attention. Et ce que je demande aux parents avant d'entamer ce sujet, c'est-à-dire d'avoir une formation continue sur l'état psychique, psychanalyse de l'enfant, comment l'accompagner, comment le soutenir, parce que le développement de l'âge, on a parlé dernière fois sur les trois périodes sensibles de l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, 3 ans à 6 ans, de 6 ans jusqu'à 14 ans. C'est l'âge où commence la phase très alarmante, la phase qu'on appelle adolescence et tout ce qui va avec. Quand on parle de la personnalité de l'enfant, on parle de la posture, c'est-à-dire comment on se tient, comment on riposte, si je dois employer ce mot, comment on aura cette interaction vis-à-vis les événements qui se passent, tout en contactant, en communiquant avec l'environnement, c'est-à-dire bien entendu l'environnement, avec les parents en premier temps, c'est-à-dire avec les frères et sœurs, et puis avec la grande famille et avec les amis. De manière générale. C'est-à-dire à chaque fois, en avançant dans l'âge, ça s'élargit le champ de communication de l'enfant. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir un schéma de l'éducation des parents. C'est-à-dire les parents, qu'est-ce qu'ils vont donner à leur enfant? C'est-à-dire ils vont donner l'impact de leur éducation sur la personne de l'enfant. C'est-à-dire moi, quand j'étais petit par exemple, j'étais dans une famille où j'étais déprimé, par exemple, je donne l'exemple, je pouvais pas m'exprimer parce que l'émotion chez un enfant, parce que si on définit l'émotion chez l'enfant, c'est une tempête. C'est-à-dire quand on parle de la maturation du cerveau, la personne, c'est la maturation, ce sont les phases que prend le cerveau pour être maturé jusqu'à l'âge, ça prend de 0 année jusqu'à 15, jusqu'à 25 ans, et dans quelques cas jusqu'à 30 ans. Oui. On aura un cerveau très maturé pour être diagnostiqué dans l'événement, dans l'action et l'interaction. C'est-à-dire comment on réagit vis-à-vis des événements, comment on aura ces solutions, comment on peut faire face à nos problèmes. Et cela, ça demande quoi? Demande que les parents, ce qu'ils vont donner à leur enfant. Donc, généralement, on ne peut pas leur empêcher à le faire parce que c'est le mieux qu'ils savent faire. Il y a un schéma. Il y a un schéma d'éducation parce que ce schéma, il reflète l'éducation qu'ils ont reçue dans leur ensemble. Avant d'entamer déjà le rôle des parents où ils peuvent intervenir, est-ce qu'il y a une partie qui vient avec l'enfant, je ne sais pas, une prédisposition oui, bien sûr, parce que préalable, une personnalité préalable, qu'est-ce qu'ils auront à changer? Est-ce qu'ils doivent apercevoir d'abord avant de pouvoir intervenir? Oui, parce qu'il y a ce concept qui est imposé par les penseurs, et il dit que tout commence avant 6 ans.
C'est-à-dire de 0 à 6 ans, on donne tout à l'enfant. C'est-à-dire la plateforme, elle est construite de 0 à 6 ans. Et même, il y a d'autres qui disent que même l'enfant, dans le fœtus, il reçoit des signaux d'affection. État d'esprit de la maman, les états il reçoit des d'âme. voix. C'est-à-dire la construction, c'est-à-dire la personnalité, le début de son façonnement, elle est faite dans le fœtus. À très jeune âge. C'est le bébé Dans dans le le ventre de fœtus. sa mère, voilà. Parce qu'il reçoit des signaux, les signaux qui le sécurisent, c'est-à-dire les parents, ils reçoivent ces signaux, ça veut dire quoi? On est là. On est là pour toi, on vous attend. C'est-à-dire ces signaux, ils font déjà donner les premiers éléments de base de façonnement de sa Donc, personnalité. si j'ose dire, l'éducation commence déjà durant fœtus. durant la période de la grossesse, où Et ils il disent faut même- déjà qu'il y ait un climat d'entente, parce que si la maman commence à stresser ou à gueuler, ou à Bien sûr, bien sûr. ça va se répercuter sur Ça la a un personnalité de son impact, enfant. ça a un impact direct sur L'enfant. Et parfois parce que il y a même des médecins qui disent parce que quand l'enfant naît malade, ou il y a comment dire, parce que le tawahhud ou les crises épileptiques, Oui, l'autisme qui prend de l'ampleur ces derniers bien sûr, temps. On voit. parce que les signaux qu'a reçu l'enfant dans le fœtus Fœtus. sont des choses très alarmantes et qui engendrent en lui un stress très permanent qui naît avec. Donc, cette question, cette concept, c'est le concept que tout commence de 0 à 6 ans, c'est-à-dire la base élémentaire. Donc, Non, là, on est dans le mois, c'est même pas 0, on est dans le mois. ouais, bien sûr, parce que Moins 9 mois déjà. ouais, 9 mois plus le 0 plus le 6. C'est-à-dire que quand on parle de personnalité, on parle d'un coefficient qui doit être surveillé de maturation de cerveau. Donc la maturation du cerveau, elle est de 0 ans jusqu'à 25 ans, 25 voire dans quelques cas jusqu'à 30 ans. Maturité jusqu'à 30 ans. Parce que donc, vu la situation qu'on vient, parce que ça se développe, il y a d'autres facteurs Les qui rentrent en circonstances qui- considération dans l'éducation, parce qu'il y a les moyens technologiques, il y a le travail de la femme, le dysfonctionnement. Il y a tout ça sont des facteurs qui régénèrent ce qu'on appelle une maturation très retardée, parce qu'on peut vis-à-vis les problèmes. Donc, un enfant qui reçoit cette éducation de ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il développe son interaction, il développe son contact envers la femme. Donc, ce qu'il reçoit, l'enfant, c'est à travers sa communication avec l'environnement, avec ses parents en premier lieu, avec ses frères et sœurs, puis avec la grande famille, puis dans la scolarité, dans la mosquée. C'est-à-dire, tout ça impacte sur sa personnalité. Il développe quoi? Quand on parle de maturation de cerveau, on parle encore de développement de comment il gère ses émotions. Oui, C'est ça plus important. ce qui est important. C'est-à-dire, on peut juger quelqu'un sur sa manière, sa capacité, son potentiel, comment il gère ses émotions, même quand il est grand. Il est nerveux, il est pacifique, et il accepte. C'est-à-dire, quand on est enfant et qu'on est déprimé, qu'on ne peut pas exprimer nos émotions, parce que les parents interdisent à leur enfant pourquoi pleurnicher, ne pas être mécontent comme ça sans Et c'est bon. et cette interdiction, ce qui fait, ça va avoir un impact sur la personnalité à long terme. C'est-à-dire un parent qui a été déprimé, qui ne pouvait pas exprimer ses émotions, donc ça ne va pas avoir un impact direct. Mais quand il a un enfant, par exemple, il est responsable d'élever un enfant, d'éduquer un enfant, il va essayer d'éviter ce qu'il a reçu en tant qu'enfant. C'est-à-dire, il a un schéma, il a un schéma d'éducation, et ce schéma, il est construit, il est bâti selon pour éviter les erreurs du passé. C'est-à-dire, il va éviter ce qu'il a reçu
en tant qu'enfant pour éduquer son enfant avec une bienveillance, il va le laisser s'exprimer comme il a maintenant. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer tous les facteurs qu'il reçoit des parents, qu'il reçoit des frères et sœurs, qu'il reçoit de l'école, pour développer sa personnalité et de mieux en mieux gérer ses émotions à l'avenir. Alors justement, les enfants, ils sont influencés par les parents, c'est leur modèle, on va dire. Si un enfant, c'est-à-dire pique une crise, comment l'un des parents ou les deux peuvent intervenir justement pour gérer cette crise sans pour autant influencer négativement la personnalité de l'enfant? Parce qu'un enfant qui est pris en crise, c'est le cas qui est très répandu. Parce que les émotions, la gestion des émotions chez un enfant n'est pas en degré avec la gestion des émotions avec un adulte. C'est sûr. Parce que l'enfant, les émotions chez un enfant, c'est le tempérament d'une tempête. Parce qu'il ne peut pas garder ses émotions, il ne peut pas les administrer, les gérer en tant qu'adulte parce qu'il est en cours d'éducation. Et c'est cela qu'il faut on dirait, les enfants comment à gérer. Parce que la maturation, elle est proportionnelle à la gestion parce que proportionnelle, c'est-à-dire à chaque fois que le cerveau est maturé, il est bien éduqué, c'est-à-dire on donne le potentiel, on donne la capacité à l'enfant de gérer ses crises. Donc vis-à-vis, parce que l'enfant en cours d'éducation, on ne va pas le punir parce qu'il s'est exprimé d'une manière extravagante, d'une manière trop brutale. Alors il faut justement commencer par là. On punit pas. Bien sûr. On punit pas l'enfant par rapport à sa façon de réagir. Bien sûr, parce que on le qu'est-ce punit qu'il pour fait, l'erreur, l'enfant? mais pas pour la façon dont il réagit. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il reflète ce qu'il a reçu. Oui. Il vous donne ce que vous allez mentionner, ce que vous avez semé chez l'enfant. Si le système où vit l'enfant, parce qu'il est en contact en permanence avec le système, avec ses frères et sœurs, avec la famille, avec la grande famille, avec le scolaire, c'est-à-dire comment dirais-je, S'il a une vie équilibrée. il investit ses émotions, ses vœux, avec l'entourage. C'est-à-dire l'entourage qui va lui dire comment il va réagir. C'est-à-dire l'agressivité ou le pacifisme, par exemple, la bienveillance ou maltraitance. Tout ça sont des paradoxes qui lui donnent. Donc il va réagir selon sa vision, selon sa conception qu'il a reçue de ses parents, à l'école par exemple, à la mosquée, en jouant avec ses amis au quartier. C'est-à-dire qu'il développe ce qu'il reçoit comme information. Et parfois, il imite même des comportements qui ne sont pas forcément parce que si le père, de son environnement. Si le père dans la famille, il exécute, il applique comment dirais-je, par force. C'est-à-dire il applique son autorité par force. L'autorité d'une manière très agressive. Oui. C'est-à-dire, il y a cette imitation aveugle, des blind imitation chez l'enfant. J'imite mon père parce que mon père, il est grand, il est caïd, il est quoi? Parce qu'il emploie de l'agressivité. Sa façon de parler, le dialogue dans la maison. Donc on ne doit pas punir l'enfant parce qu'il nous donne ce qu'on lui a donné, parce qu'il investit sur notre comportement. Là, on lui doit pour nos enfants. Si par exemple avec mon voisin, avec son oncle par exemple, ou avec cet homme-là, comment je réagis, comment je riposte dans les grands événements. Et c'est ça qui donne à l'enfant cette image qui donne à lui comment pourrais-je être moi dans un plan tel que le plan où se trouve mon père ou mon frère, parce que le grand. Alors à jeune âge, quand vous l'avez dit, avant 6 ans, ok, je suis d'accord avec vous, il n'y a que le modèle du père pour le garçon, la mère pour la fille. Oui. Mais au-delà de l'âge, justement, on va dire pré-scolarisation, quand il est à l'école, quand il va fréquenter des enfants, quand il va à des clubs de sport, quand il voit d'autres personnalités, ou même parfois même sur les YouTube, on voit des enfants qui imitent le comportement des vidéos qu'ils regardent. Bien sûr. Et on est étonné par le comportement de l'enfant à l'âge de 13 ans, 14 ans. D'où vient cela?
De qui tiens-tu ce comportement? Exactement. Et on oublie que c'est nous, les parents, que l'environnement qui est, parce que nous, on est responsable, tout l'environnement de l'enfant. On oublie que c'est nous qu'on a semé la graine. On a contribué quelque part. Bien sûr. Tout ça se fait entre 0 et 6, on a dit même le fœtus, on ne se contrôle pas. On dit n'importe quoi, on le dit n'importe comment. On réagit n'importe comment. On réagit n'importe comment, mais l'enfant, il est là enregistré. Voilà, il est en période sensible d'éducation. Avec ses organes sensoriels, il entend tout, il voit tout. Il enregistre tout, c'est surtout ça. Mais il ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'il lui manque les mots qu'il faut pour exprimer ce qu'il ressent. Parfois, il lui manque la force. Bien sûr. À la première occasion où le développement physique commence à se percevoir, il se sent plus fort que sa sœur, que sa mère. Et c'est là, il va régénérer tout ce qu'il y avait. Oui, je vais récapituler sur ça parce que Voilà, c'est-à-dire l'enfant, quand il a il reçoit ce développement physique oui. et moral, et il a cette maturation, et il peut s'exprimer franchement, il va dire que cela est bon, cela n'est pas, Oui. il va riposter même. Et la réponse dans nos enfants maintenant, à l'âge de 13 ou 14 ans, ça va jusqu'au fuir de la maison, ou suicider, ou être brut avec ses sœurs. C'est ça, parce qu'on est en train, c'est ça, c'est alarmant, on est en train de moissonner ce qu'on a semé. C'est-à-dire la graine de ce qui est notre enfant. Parce qu'un enfant, à l'âge de 2 ou 3 ans, c'est le projet d'un homme. Exactement. Une fille, c'est le projet d'une femme. Donc comment se contribuer de faire éduquer l'enfant selon parce qu'on peut pas en passer de schéma d'éducation qu'on a reçu de nos parents dans l'ancienne école, dans l'ancienne famille, mais on peut pas. Mais il faut être très attentif quand on fait cette transition, parce qu'on devient dans un âge très précis, on devient des façonneurs. Il n'y a pas cette spontanéité, pas question de spontanéité, mais c'est question on de doit façonner, surveiller, c'est pas... parce qu'il y a toutes des règles qu'il faut respecter. Il faut être attentif à tout moment, parce que chaque geste, ça compte, et ça pourrait contribuer, ça pourrait être faire un impact sur sa personnalité, en tout cas adulte, parce qu'on a des enfants qui ne sont pas maturés à l'âge de 30 ans. On a des enfants qui ne sont pas maturés, qui n'ont pas surmaturé, qui ne peuvent pas prendre des décisions vu leur âge. C'est généralement des enfants qu'on n'a pas responsabilisés, c'est généralement les derniers de la famille, les plus jeunes. On a des enfants gâtés qui sont âgés de 35 ans. Exactement. Qui ne peuvent pas prendre des décisions, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas fonder un foyer, ils ne peuvent pas... Il n'arrive même pas à être indépendant, il prend encore son argent de poche de ses parents. Bien sûr. Et c'est ça, c'est l'impact qui est difficile à diagnostiquer maintenant, difficile à corriger, parce que l'angle est très large, parce que ça a commencé par le zéro. Oui. Parce qu'on n'a pas su, dans un contexte où on avait cette autorité pour transférer les dogmatiques. Pour bien façonner la pâte à modeler, on ne l'a pas fait. Mais quand ça vient dur, à l'âge de 13 ans, 14 ans, ça devient trop tard. C'est-à-dire il faut... À l'âge de 13 ans, on ne dit pas que c'est trop tard, mais c'est trop tard pour... J'allais dire trop tard, c'est un peu trop exagéré, mais on peut toujours récupérer. Maintenant, à partir de 30 ans, c'est bon. Mais on a besoin d'autres outils pour faire équilibre. Remanier cette éducation. Parce que d'où on a 14 ans, c'est-à-dire qu'on est responsable devant une créature qui a ses propres opinions. C'est-à-dire on ne peut pas donner des ordres directs. On doit choisir d'autres chemins, d'autres méthodes pour refaçonner ce que... C'est-à-dire, à l'âge de 14 ans, on devient dur à convaincre. Oui. Un enfant, parce que ce qu'il a reçu, c'était faux, parce que lui-même, il va se rendre compte que... C'est là qu'il va forger sa personnalité. Bien sûr. À l'adolescence. Voilà. Il va se prendre un idole ou un modèle, et il va copier, il va... Et parfois, ce modèle, il n'est pas tout à fait convenable pour retracer le chemin, parce que ça devient de plus en plus dur dans notre environnement qu'à l'intérieur, qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est alarmant.
et il faut faire très attention. Alors, quels sont les comportements ou les signes ou les symptômes qui pourraient déclencher peut-être la peur chez les parents? Parce qu'on a les deux extrêmes, un enfant violent et il y a aussi le timide qui dépasse toutes les normes, quoi. Et les deux extrêmes sont alarmantes. Voilà, donc Parce que si on est agressif, voilà, c'est pas sur uniquement l'agressivité Oui. qu'on doit s'affoler, mais il y a aussi l'enfant retiré, réservé, Oui. qui n'arrive pas à créer des relations, des liens. À quel moment on devrait dire ça va pas? dans les deux moments. Oui, mais c'est-à-dire à partir de quel moment je dirais que c'est trop timide, que c'est trop violent? Je sors de la norme. Il y a à peu près, c'est le moment de la scolarisation. La scolarisation, quand notre enfant il est en contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire on doit contrôler son comportement vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa maîtresse, l'école. Est-ce qu'il facilement il peut avoir des amis ou pas? Est-ce qu'il est agressif envers ses collègues à l'enfant? Donc, si dans l'autre côté il est très timide, parce qu'il ne peut pas se rapprocher des autres, il ne peut pas s'exprimer, Il n'est pas très il est sociable. très peureux, il ne peut pas aller à l'école tout seul, par exemple, il ne peut pas jouer, il n'a pas cet esprit collectif. Donc, dans les deux extrêmes, il y a quelque chose qui cloche, va pas, ouais. qui va pas. Donc, il faut faire le moment, ce qu'on n'a pas cette culture de consulter un consultant في الدومين parce qu'à chaque fois on dit qu'il a انا ولدي راه مليح. Et puis on n'a pas cette culture aussi. Il y a des gens qui ont peur. Non, mon enfant, c'est pas forcément qu'il est fou, mais quand il y a un déséquilibre, on veut pas on n'est pas convaincu parce qu'on ne veut pas montrer aux autres qu'on a un enfant déséquilibré. oui. Mais Et pourtant, quand il faut le déclarer quand il est temps. Mais quand l'enfant il a un mal de tête ou il a un mal au ventre ou quelque chose, on l'emmène chez le médecin sans problème. Mais quand il est trop timide, il est peureux par exemple, il ne peut pas contacter, il n'a pas des amis, parfois il est agressif. Ça indique qu'il y a un mal psychologique. Le concept اللي عندنا حنا اللي très négatif مدار صغير ما يعرفش mais احنا قلنا C'est là où ça se passe il fait avant sa 6 ans. personnalité. Ouais. L'éducation, ça se passe avant 6 ans. On lui donne tout parce que de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, il va employer ses organes sensoriels pour contacter l'environnement. C'est-à-dire pour développer son interaction, son action envers l'environnement qu'il va contacter, qu'il va communiquer. C'est-à-dire on développe l'outil de communication chez l'enfant. C'est-à-dire comment il peut réagir, prendre des décisions, Oui. même s'il y a quelques défauts, mais mieux que de ne rien faire ou de faire les choses d'une manière agressive. Exactement. C'est-à-dire الوسطية في التربية. C'est-à-dire le contrôle des parents, pendant la période entre 0 et 14 ans, elle est très très sensible et très responsable. Parce qu'on ne peut pas semer une récolte qu'on n'est pas content, parce qu'à l'âge de 14 ans, quand on voit des enfants à l'âge de 14 ou 15 ans qui fument, qui se droguent, on dit que Qui forment des bandes de malfaiteurs dans le quartier. Il faut savoir ce qu'ils font. Ils ne sont pas seuls responsables. Oui. On doit se responsabiliser dès le début. Et ils disent même, dès le début, ça veut dire il faut choisir même il faut le conjoint, voilà. choisir le conjoint. Il faut choisir le père et le mère de demain, la mère, pardon, de demain, voilà. Et être un bon compagnon pendant la grossesse, être affectif, c'est-à-dire remettre des signaux d'affection à l'enfant quand il est fœtus, quand il est Ouais. parce que L'équilibre dans la famille, c'est très très important. Bien sûr, et puis la bien sûr. surveillance, l'accompagnement et surtout la communication. Parce qu'au-delà de 10 ans, c'est plus l'enfant de 4 ans, 5 ans, Bien il sûr. va avoir peur Ça devient de d'un plus en regard, difficile ça devient de difficile. contacter. Et c'est là où il faut établir le contact et la communication interpréter ses actions. au sein de la famille aussi. Bien sûr. C'est pour cela que même si on est des parents ignorants, on ne sait rien dans l'éducation, mais On peut apprendre. on peut apprendre, Surtout on peut maintenant avec consulter, tous les- c'est ça. Voilà. Il faut savoir que l'option, le verbe consulter, Consulter. on doit le conjuguer dans toutes les circonstances de la famille. Oui. Consulter entre les problèmes de couple, consulter les problèmes d'éducation, problèmes de communication. Il faut consulter. Il y a des gens qui en savent. Il suffit de les contacter, monsieur, voilà, et savoir reformuler ou formuler
la bonne question pour avoir la bonne réponse. Voilà. Ah ben, je vous remercie, M. Keliti, Merci, pour toutes madame. ces informations et de nous avoir honoré de votre Tout le présence. plaisir est pour moi. Partagé. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin au terme de cette émission de ce jeudi. Je vous donne rendez-vous comme à chaque fois jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin et les invités qui m'ont honoré de leur présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Au revoir. يا بنت النبي لا جيت ولادك سوق ويا بنت النبي لا جيت ولادك سوق وانت تداويني لا يا كنارني ضريب وانت تداويني لا يا